Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12 heures passées de 3 minutes. Toutes nos excuses pour ce retard. À la une de l'actualité de ce Sud Midi. Du nouveau dans l'affaire du jeune adolescent qui avait tué accidentellement son ami, puis blessé son frère avec un fusil de chasse. Le présumé meurtrier, âgé entre 16 et 17 ans, a été arrêté hier soir. Il s'était enfui après son forfait. Manifestation de colère contre le renchérissement du coût de la vie. L'absence de réponse et de solution risque d'entraîner l'avènement des tiers pouvoirs. C'est l'avis de Ngouda Mboup. Le président de la République doit prendre de la hauteur et se mettre à l'écoute de son peuple. C'est la conviction de Ngouda Mboup. Il était l'invité de Bayomar Gueye dans l'objection de ce matin. Vous l'entendrez dans cette édition. Le département de Tivaouane renoue avec les séries de vols de bétail. Des individus armés ont fait irruption dans le village de Boksila, faisant main basse sur une vingtaine de moutons. Les populations appellent à l'aide et disent craindre pour leur sécurité. Sur l'international, l'épidémie de coronavirus continue de se propager dans le monde après la Chine qui enregistre à ce jour plus de 2400 morts et 77 000 cas. L'Italie compte désormais plus de 100 cas. Le pays a mis en isolement une dizaine de villes, principalement situées dans le nord en Lombardie. Les sports et la rétrospective des faits saillants de la semaine présentée par Josette Kali vont boucler cette édition, mise en onde par Hassan Toun. Bienvenue à toutes et à tous. Parlons d'abord de la disparition des 3 pêcheurs de Soumbédioune en haute mer. C'était depuis jeudi dernier. Le corps sans vie de Pape Souley Ndiaye a été retrouvé hier avant d'être acheminé à l'hôpital Aristide Le Dantec. C'est à la suite d'intenses recherches entamées vendredi dernier par leurs collègues pêcheurs de Soumbédioune. Ces derniers vont reprendre les recherches aujourd'hui pour tenter de retrouver les 2 autres toujours perdus de vue. Homicide involontaire à Wakal Jam, quartier de la ville de Bombay, c'est dans la région de Diourbel. Le présumé meurtrier a été mis aux arrêts hier après-midi. L'adolescent avait pris la fuite après avoir tiré à bout portant sur son ami et son frère, tuant le premier et blessant le second. Les 3 garçons, âgés entre 16 et 17 ans, jouaient avec un fusil de chasse. Manifestation de colère contre le renchérissement du coût de la vie. L'absence de réponse et de solution risque d'entraîner l'avènement des tiers pouvoirs et la rue est occupée par ces derniers, déplore l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour Ngouda Mboup, le président de la République doit prendre de la hauteur et se mettre à l'écoute de son peuple. C'était dans Objection de ce matin avec Bayomar Gueye. Nous l'écoutons. Je pense que le président de la République doit se situer au-dessus de la mêlée. Mettre le Sénégal, n'est-ce pas, en haut. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si le président de la République ne le fait pas, mais demain, nous risquons quand même d'avoir encore une nouvelle chronique judiciaire qui va polluer la démocratie sénégalaise. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que c'est d'autres personnes. Et cela permet tout simplement de dire que au Sénégal, on a l'impression que les pouvoirs ne fonctionnent pas. La Cour des comptes reste 5 ans sans faire de rapport. Quand vous parlez de pouvoir, vous parlez des organes de contrôle. Non, je parle des pouvoirs publics. Oui. L'Assemblée nationale est quasiment ensevelie. Avec la réforme sur le régime présidentiel, l'Assemblée est quasiment dépouillée de toutes ses prérogatives. Il n'y a plus de redevabilité. Les ministres ne sont plus responsables devant l'Assemblée nationale, mais uniquement devant depuis la suppression du poste de Premier ministre. Avec la suppression du poste de Premier ministre. Oui. Et c'est le président de la République maintenant qui devient donc un hyper-président. Et au-delà de ça maintenant, donc les ministres qui sont là, ils ne sont redevables que devant le président. Mais si le président refuse de les sanctionner, et si le président, à lui, qui donc seul peut activer le parquet. Vous voyez ce que cela fait comme anomalie. Ce que cela fait comme anomalie, cela signifie tout simplement qu'en réalité, que le président de la République, en ce moment, il est en face de l'histoire. Il est face à l'histoire. Il est donc amené à donc jouer le jeu de la démocratie. En quoi faisant? Parce que ce sont les tiers pouvoirs qui commencent à parler. La presse est un tiers pouvoir. Les mouvements sociaux sont des tiers pouvoirs. Et si les contre-pouvoirs normaux ou bien constitutionnels ou institutionnels ne fonctionnent pas, ce sont les tiers pouvoirs qui vont fonctionner. Le danger, c'est quoi? La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'en réalité, on risque quand même de remettre en cause la légitimité des gouvernants. On risque quand même de donc faire face à des contestations
permanente. Et oui. Ça, c'est pas bon pour une démocratie qui veut de l'apaisement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces tiers pouvoirs, je l'ai dit tantôt, sont tout dans la société, mais rien dans nos institutions. Je vous dis qu'aujourd'hui, il n'existe pas de mécanisme de démocratie semi-directe pour eux. Par exemple, les citoyens ne peuvent pas faire des pétitions pour réclamer que... Oui, mais et le cadre du Conseil économique, social et effectivement, environnemental. c'est là où je voulais venir. Oui. Le Conseil économique, social et environnemental a, au niveau de l'article 4, le droit de pétition, mais malheureusement, son règlement intérieur ne prévoit pas la recevabilité des pétition. C'est une anomalie. Et cela permettrait tout simplement de réformer ces institutions, y compris le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est fermé aux citoyens et qui, à mon avis, à qui on devrait permettre d'avoir ce qu'on appelle le droit d'initiative citoyenne. Si on a le droit d'initiative citoyenne au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales, à côté, devant le Conseil économique, social et environnemental, si on a le droit de pétition, on a deux mécanismes de démocratie semi-directe. Et ça permet tout simplement ce que l'on appelle le droit d'interpellation. Et si les citoyens peuvent interpeller, ça veut dire tout simplement qu'on n'aura plus ces revendications, ces manifestations de rue. Et ce serait démocratique. Voilà des ressorts, voilà des mécanismes qui pourraient amener tout simplement un dialogue entre les populations et les pouvoirs publics. C'était donc Ngoude Mboup, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop. Il était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com. Le porte-parole du mouvement des élèves et étudiants républicains est convaincu que le président Macky Sall ne protégera pas les personnes qui sont épinglées dans des rapports et que la justice fera son travail. Sur la hausse des prix des denrées, il constate avec regret et espère que le chef de l'État trouvera des solutions par rapport à cette situation. Kalewad, il se nomme, nous l'écoutons. Pour ces rapports qui ont épinglé certaines autorités qui sont de la mouvance présidentielle, comme vous le savez, l'institution qui a fait ces enquêtes, qui est habilitée à le faire, nous savons honnêtement que c'est une institution qui est noble, qui est la Cour des comptes. Sur ce, nous pensons qu'il y a une procédure qui est bien établie. En pareille circonstance, nous savons qu'ils ont la possibilité de poser ces documents sur la table des autorités compétentes. Maintenant, à elles de voir le chemin à prendre pour que tout soit clair. Mais nous sommes convaincus que le président de la République n'a jamais encouragé le népotisme, la malversation ou la malgouvernance. J'aurais aimé qu'on puisse, comme il l'a dit, continuer à alimenter un débat de rue, un débat qui ne mène pas le Sénégal vers l'émergence et d'attendre la suite logique de ces documents qui sont rendus. Et je suis convaincu, je réitère mes propos, que le président de la République, tout ce qui relèverait ou bien relèvera de ses compétences, il ne manquera pas à les faire parce que c'est un homme d'État, c'est une personne également qui a beaucoup solidifié les institutions et qui se charge de veiller à ce que les deniers publics soient gérés de manière loyale, tant qu'un Sénégalais ne puisse pas s'en accaparer de manière illégale. Maintenant, si on prend les prix des denrées de première nécessité, c'est vrai, depuis un certain temps, on sent que les prix valsent plus ou moins, mais je sais que les Sénégalais ont plus ou moins ce droit de manifester, minime soit peu, parce que quand même, il faut oser le dire, c'est parce qu'ils ont assisté à une situation qu'ils ne connaissaient pas. Durant tout son premier mandat, le président de la République n'a jamais augmenté, alors qu'auparavant, on voyait que les prix augmentaient du jour au lendemain. Maintenant, si une personne n'est plus habituée à un scénario, il se lève au jour, il voit ce scénario se produire, c'est normal qu'il puisse s'agiter. Mais sachons tous quand même qu'il a fait l'effort pour 7 ans durant de homologuer les prix et de multiplier également tous les prix des denrées de première nécessité. Durant tout son premier mandat, il a fait cet effort. En politique toujours, le Parti socialiste rend hommage ce dimanche à son défunt secrétaire général Feu Ousmane Tanor Dieng. 7 mois après son décès, une journée d'hommage a lieu à la maison du parti Sisa Koloban. Lors de cette journée, une exposition photo sur la vie et l'œuvre de Ousmane Tanor Dieng sera faite. Retenez que ces journées de commémoration organisées par le PS ont démarré vendredi dernier à Nguyen, son village natal, par un récital de Coran et un recueillement sur sa tombe. Ancien secrétaire général du Parti socialiste, ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng est décédé le 15 juillet 2019 à Paris, en France. Sud FM.
Direction Tivaouane où le vol de bétail a eu lieu à Boksila, c'est donc dans le département de Tivaouane. Près d'une vingtaine de moutons ont été emportés par des individus lourdement armés. Les populations craignent pour leur sécurité et interpellent les autorités. Babacar Sow. Recrudescence du vol de bétail à Niakhine, une commune du département de Tivaouane. Une bande de malfaiteurs lourdement armés a dans la nuit du vendredi au samedi attaqué le village de Bopsila, village d'origine du maire de Niakhine, emportant une quinzaine de moutons et 4 agneaux. Une situation d'inquiétude pour les populations de Bopsila et localités. Des populations qui, disent-elles, ne sont plus en sécurité. Sur les péripéties de cette affaire, Massam Mandiaï s'explique au nom des populations de Bopsila. Le village de Bopsila a reçu, dans la commune de Niakhine, des malfaiteurs. Ils sont venus chez Abdou Silla et ont pris 14 moutons et 4 agneaux, ce qui fait un total de 20 moutons. Les populations se sont levées et les ont poursuivis. Malheureusement, ils n'ont pas pu attraper les malfaiteurs. Mais ils ont réussi à mettre la main sur une moto qui était utilisée par un des malfaiteurs. Il y a de l'insécurité totale dans la commune de Niakhine. Aujourd'hui, c'est à Bopsila. Hier, c'était à Niakhine. Demain, ce sera à Kelmaho ou ailleurs, à Ndemen ou ailleurs. Et on ne peut pas être des campagnards et ne pas avoir des bêtes. S'il y a un autre facteur aggravant, c'est la situation d'impunité des forces de sécurité dans la zone qui souvent, avec tous les indices nécessaires, des plaignants sont aux abonnés absents. Massamba Ndiaye. Dans la moto aussi, il y avait un sac qui contenait des bagages qui pouvaient servir d'indice. Le matin aussi, l'un des fils de la victime est allé au poste de gendarmerie de Pekes et a fait une déclaration. Le commandant en personne les a entendus et a pris leur déclaration. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que quelques heures après, une personne est venue à Bopsila pour réclamer la moto. Et le commandant en personne a appelé pour dire qu'il faut amener la moto aux brigades de Pekes. Nous aussi, nous sommes des citoyens. Nous interpellons l'État dans sa mission régalienne de défense des intérêts des personnes et des biens de nous venir en aide parce que nous sommes fatigués. Ces malfaiteurs sont toujours armés. Des populations qui interpellent le gouvernement sénégalais et le chef de l'État en premier, qui dans un de ses conseils des ministres avait parlé de la criminalisation du vol de bétail. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, 23 février 2018, 23 février 2020, 2 ans jour pour jour que le tribunal de commerce hors classe de Dakar était installé. En 2 années, l'institution a jugé 10 645 dossiers pour une estimation de 245 milliards de nos francs. Cependant, le tribunal de commerce souffre d'un personnel insuffisant. Nous écoutons à ce propos le président du tribunal de commerce hors classe de Dakar, Alioune Ndiaye. Il est au micro de Dominique Kama. Pour les résultats, j'ai énuméré un peu les statistiques, le nombre de dossiers enrôlés, le nombre de dossiers jugés, 10 645 en 2 ans de fonctionnement. Et c'est abattu par une équipe restante, un personnel insuffisant. Et c'est tout le mérite, c'est pourquoi je les ai remerciés de leur abnégation, de leur dévouement pour ces résultats. Le tribunal de commerce, c'est une création du gouvernement du Sénégal pour améliorer le climat des affaires, faciliter un tribunal dédié aux activités commerciales avec l'intervention de juges consulaires avec un délai de traitement. C'est le premier tribunal où on fixe un délai. Dans les 3 mois, nous, on doit juger et on juge avec des professionnels. Et puis la conciliation est obligatoire. Tout ça participe au règlement, dans les règles de l'art, du contentieux commercial, qui est un contentieux qui a besoin de diligence, de rapidité et puis surtout de la confiance des opérateurs économiques internes comme des opérateurs économiques sur le plan international. C'est 245 milliards, dont 150 milliards pour le contentieux banque. Depuis on a que 6 magistrats avec des juges consulaires qu'on a augmentés, mais c'est les magistrats qui rédigent les décisions de justice. Et nous sommes en nombre insuffisant, même si on nous impose des délais. Et comprenant cette situation, il a interpellé le gouvernement pour qu'on renforce les moyens humains et les moyens personnels du tribunal de commerce. J'ai entendu dire qu'il y a des régions qui demandent l'installation du tribunal de commerce, mais ça, c'est pas l'apanage du président du tribunal de commerce, c'est l'État du Sénégal et en rapport avec l'APIX pour la création d'autres tribunaux de commerce dans les autres régions. C'était donc le président du tribunal de commerce hors classe de Dakar qui revenait sur les 2 ans de cette institution. Le tribunal a jugé en 2 ans 10 645 dossiers pour une estimation de 245 milliards de nos francs. Ce sont les propos de Alioune Ndiaye. Parlons santé à présent avec la commune de Yeumbeul Nord qui va construire un poste de santé pour un coût de 34 millions de nos francs. Ce sera dans la commune de
de Darou Rahman 2. Les populations évoquent un problème d'enclavement et d'absence d'aménagement. Voyons tout cela avec El Hadj Moussa Thiam. Darou Rahman 2, dans la commune de Yeumbeul Nord, est une zone enclavée qui manque de tout. Consciente de cette situation, la mairie a construit un nouveau poste de santé pour faciliter aux populations les soins de santé de proximité, a indiqué Daouda Ndiaye, maire de la commune de Yeumbeul Nord. On avait déjà constaté que c'était une zone qui était dépourvue de structures sanitaires de base. Nous avions également une idée de vouloir améliorer la carte sanitaire locale. L'objectif principal, c'est de donner aux populations des soins de proximité. C'est pourquoi on a jugé nécessaire d'ériger ici un poste de santé équipé avec un logement. L'enclavement de cette zone est aussi évoqué par les populations au cours de l'inauguration dans cette zone frontalière avec la commune de Wakhinane Nimzatt. Le maire Daouda Ndiaye rassure avec des projets. Dans le cadre du Promoville, vous savez que Yeumbeul bénéficie de 13 km linéaires. Parmi ces axes, y compris la ceinture de la cité Assegna, et nous sommes ici à la cité Assegna. La route qui devait quitter la station d'essence pour aller jusqu'à Gadaï est réalisée à 80%. Maintenant, la doléance des populations, c'est de vouloir vraiment réaliser cette ceinture où les entreprises ont fait les levées, on a déjà fait les études, donc je crois qu'on peut quand même espérer sous peu la réalisation de l'action. Des aménagements paysagers dans le cadre de Promoville seront exécutés pour embellir le cadre de vie, renseigne toujours le maire. Les aménagements paysagers font partie du Promoville, mais au-delà de ça, la commune avait dégagé une enveloppe pour faire un certain nombre d'aménagements dans la commune. Il y avait en face de la station, il y a auprès du lycée, il y en avait ici, mais nous comptons quand même réaliser énormément d'espaces publics pour un peu embellir le cadre de vie de la commune. Le maire de la commune de Yeumbeul Nord annonce la construction du nouveau stade municipal pour fixer les jeunes qui se déplacent à Pikine pour les navétanes. Yeumbeul Nord, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Après Yeumbeul Nord, direction le sud du pays pour parler de l'amélioration du cadre de vie et de la lutte contre l'insalubrité à l'origine des pathologies courantes. Le mouvement Action Solidaire a remis des poubelles aux habitants du quartier Santoussou de Sédhiou. Le président de ce mouvement invite les communautés de Sédhiou à en assurer le suivi en rapport avec l'institution municipale de Sédhiou. Nous retrouvons la correspondance de Moussa Dramé. Dans le cadre de la salubrité publique faisant suite à l'appel du chef de l'État Macky Sall en faveur de l'engagement citoyen pour rendre le cadre de vie propre, le mouvement Action Solidaire, le MAS, que dirige le ministre conseiller Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire, a procédé hier à la remise d'une 50aine de poubelles aux ménages du quartier Santoussou de Sédhiou. Voici le ministre conseiller Jean-Pierre Senghor sur cette initiative citoyenne. C'est un projet qui entre en droite ligne de celui que le chef de l'État a lancé il n'y a pas très longtemps, à rendre nos quartiers propres, nos villes propres. Le mouvement Action Solidaire, qui est une association qui œuvre dans ce cadre-là, travailler à améliorer le cadre de vie des populations. Il m'a semblé tout à fait important que nous puissions prolonger cette action publique par ces initiatives-là locales et la distribution de ces poubelles aux familles qui longent justement la rue, 50aine de poubelles. Démarré d'abord dans son quartier, le ministre conseiller Jean-Pierre Senghor promet d'étendre cette distribution gratuite de poubelles à l'échelle de la commune en rapport avec l'institution municipale. Et c'est une opération quartier propre qui va s'étendre dans toute la ville de Sédhiou. Donc c'est un test que nous avons lancé chez nous ici, dans le quartier, un suivi justement de la distribution des poubelles qui va consister à mieux entretenir ces poubelles et gérer en fait les ordures. Il faut aussi dire que nous avons interpellé la mairie avec laquelle nous allons forcément travailler. Ce travail-là se fasse en collaboration avec les services de la mairie. Les bénéficiaires ont exprimé leur entière satisfaction pour ce geste qui sous-tend l'hygiène publique et la santé communautaire. C'est en substance ce qu'a déclaré en Wolof Madame Diatta Mamtouti Diali Kadramé. A rappelé que le mouvement Action Solidaire, le MAS, œuvre pour la promotion des activités de développement, notamment dans le domaine de l'éducation, la santé, le soutien aux démunis, la protection de l'environnement, entre autres. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. International. Au Mali et au Niger, des opérations antiterroristes conjointes ont permis la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes durant ce mois. Ces prouesses des deux armées, appuyées par la force Barkhane, seraient des ripostes aux multiples attaques subies par ces pays du Sahel. Malgré tout, les séries d'attaques continuent au Mali. Nous retrouvons donc la correspondance de Sori Ibrahim Maïga.
Environ 200 terroristes neutralisés à la suite des opérations de ratissage menées au Mali et au Niger par une force conjointe composée de Barkhane, des éléments des forces nigériennes et maliennes pendant la période comprise entre le 14 et le 20 février dernier. Des opérations déroulées entre la zone dite des 3 frontières, Mali, Niger, Burkina Faso. Cette vaste opération antiterroriste s'est effectuée en 2 grandes phases. La première, selon un communiqué du ministère de la Défense nigérienne, indique qu'au moins 120 terroristes ont été tués, dont 23 dans le triangle d'Inates, Tongo-Tongo, Tilaoua, le long de la frontière malienne. Une trentaine de motos et 2 pick-up des groupes armés terroristes ont été également détruits. De l'armement, des téléphones et du matériel électronique ont été aussi saisis au cours de ces opérations, affirme l'information. La deuxième phase de cette opération de Barkhane a eu lieu dans la région de Mopti du 9 au 17 février dernier. Elle a permis de neutraliser au moins 80 assaillants, dont des éléments de l'État islamique au Grand Sahara, précise le directeur de l'information et des relations publiques des armées du Mali. Dans un tweet récent du ministre porte-parole du gouvernement malien, Yaya Sangaré, ce dernier annonçait que plusieurs bases terroristes installées dans les régions centres du pays sont régulièrement pilonnées par les forces armées maliennes, ce qui aurait selon lui occasionné d'énormes pertes sur l'ennemi et que même des chefs terroristes recherchés sont capturés par les FAMA. Au même moment, dans la région de Mopti, une douzaine de civils ont été tués dans 3 villages de la commune de Wenkor, cercle de Bankas, par des hommes armés non identifiés. Sori Ibrahim Mega, Bamako pour Sud FM. Sori Ibrahim Maïga, après Bamako, direction l'Italie qui compte déjà plus de 100 cas de nouveau coronavirus depuis la découverte de foyers autochtones, a déclaré ce matin le président de la région de Lombardie, c'est dans le nord du pays. Ce dernier réclame des contrôles accrus aux frontières pour éviter toute propagation. Pendant ce temps, la Chine continentale compte désormais 2400 morts après l'annonce ce matin par les autorités sanitaires de 96 nouveaux décès dans la province du Hubei, épicentre de l'épidémie. Par ailleurs, les autorités sanitaires ont également confirmé 630 nouveaux cas, ce qui porte à environ 77 000 le total des contaminations en Chine continentale. Et puis l'Iran a annoncé également ce matin la mort de 3 malades du nouveau coronavirus parmi un total de 15 personnes nouvellement testées positives au virus. Ces nouveaux chiffres portent à 8 le nombre de personnes tuées par la maladie Covid-19 sur un total de 43 personnes infectées. L'Iran est à ce jour le pays où l'épidémie a fait le plus de morts en dehors de la Chine. Place au sport maintenant. On parle football avec la Ligue 1 sénégalaise qui joue donc la fin de la 11e journée ce dimanche au programme US Gorée. Casa Sport, ce sera à 17h au stade municipal de Mbao. À la même heure, Stade de Mbour reçoit Snaps de Thiès au stade Caroline Faye. Et puis Mbour, Petite Côte sera à Louga pour faire face au Njambour. La Ligue 2 boucle également sa 11e journée ce dimanche. Africa Promo reçoit Uzo à 17h au stade La Dior. Au même moment, Keur Madior joue contre Amitié FC au stade Fodé Wade à Ngalandou Diouf. Port accueille Duc à Mawade Wade. Linguère fait face à Demba Diop FC. Et puis au stade Ibrahim Boy, Guédiawaye FC reçoit EJ Fatick à 12h. Passé de 27 minutes, on passe à la rétrospective des faits saillants de la semaine présentée par Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM. Décès d'un talibé à Louga, Abiboulaye Kamara, âgé de 13 ans, est décédé suite aux coups et blessures qu'il aurait subis de son maître coranique. Les détails avec Lamine Gueye Saman. Encore une affaire qui défait la chronique à Louga. Un jeune talibé, Abibou Kamara, a perdu la vie suite à des coups et blessures que lui aurait administré son maître coranique du nom d'Abdou Latif Sissé. Pensionnaire de l'école coranique de Feu Adja Mayenne Sissé, sise au quartier Tchorna
Ousmane, le jeune talibé, de retour au domicile familial dans le quartier Artillerie, était très mal en point. Interrogé par son oncle, le jeune Abibou a révélé à ce dernier qu'il venait de subir une sévère correction de son maître coranique. Le maître coranique Abdou Latif Cissé aurait été entendu par les limiers avant d'être relâché. Toujours sur cette affaire, l'autopsie effectuée à Dakar a conclu à un traumatisme crânien avec hémorragie. Juste rappeler que Abdou Latif Cissé, le maître coranique, a été arrêté. Grève depuis le 19 février du syndicat des routiers du Sénégal, un mot d'ordre qui fait suite au manque de protocole d'accord bien consigné avec l'État. Le secrétaire général du syndicat dénonce l'absence d'engagement écrit du gouvernement et revient sur les 12 points de leur plateforme revendicative. Gorahouma. Ces 12 points qu'on a énumérés devant l'autorité, on est sorti sans pouvoir signer un protocole d'accord. Parce que le ministre est absent, c'est lui qui nous a reçus. La médiation continue, mais on ne peut pas laisser la grève tant qu'on n'a pas un papier signé, un accord signé entre le syndicat et l'État, on ne peut pas s'asseoir le mouvement. Donc on a fait appel au syndicat du Mali et de la Gambie. Nous avons des accords verbaux comme ça, mais il n'y a pas de signature. Donc on continue notre mouvement de grève jusqu'à qu'il y ait signature. Et que nous saluons le comité qui est né. Ce comité va régler beaucoup de choses, mais on ne peut pas se lever le mot d'ordre puisqu'on a créé un comité. Pour les séparer, il faut des accords. Et les accords doivent être signés. Mais on n'a pas signé aucun papier. Donc c'est nous que ça pousse de maintenir notre mode de grève. À Ziguinchor, les étudiants de l'université Assane Seck ont entamé jeudi une grève illimitée pour dénoncer les mauvaises conditions de travail. Ils déplorent aussi l'arrêt des travaux de construction des chapiteaux. Écoutons à ce propos Diara Touré. Et nous demandons plus à négocier avec les autorités qui sont là. Ils sont avec notre avenir. On les a demandé de donner les chapiteaux. Ils ont dit il n'y a pas de problème, ils vont travailler. Les gens qui travaillent ici, ils ont laissé son parti à Bambé parce que nous, on les respecte et eux, ils ne nous respectent pas. Mais à ces gens-là, on a parlé de laboratoire. On ne peut pas être scientifique sans laboratoire. Ils ont dit le 6 octobre, on aura ça. Jusqu'à présent, on n'a rien. On a parlé qui continue nos chantiers. Le ministre même a dit, d'ici octobre, vous allez avoir les 16 salles de classe. J'espère qu'on n'est pas encore le 6 octobre parce qu'il n'a pas donné l'année. On a déposé notre mémorandum. On est parti à la préfecture pour le demander. Jusqu'à présent, on ne sait pas là où est le mémorandum. Si la Ziguinchor ou bien Dakar, on ne sait rien. Maintenant, on ne parle plus à traiter avec nos autorités. On veut que le président de la République nous parle directement. L'interamical a décidé qu'on fera un MG illimité, manger gratuit sans paix, parce que ces gens-là ne nous respectent pas. En deuxième des choses, on a décrété une grève illimitée. Du côté de Saint-Louis également, les étudiants de l'université Gaston Berger ont décrété 2 jours de cessation de toute activité pédagogique et aussi 4 jours de journée sans ticket. Ils dénoncent le non-respect des engagements pris par le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, et exigent par ailleurs l'achèvement des chantiers et le démarrage des travaux d'assainissement. Rationalisation des deniers publics, le chef de l'État Macky Sall suspend toute acquisition de véhicules de fonction et de services au nom de l'État, des structures parapubliques et des sociétés nationales jusqu'à nouvel ordre. La société civile approuve cette démarche mais doute des résultats de la mesure. Écoutons Abdou Aziz Diop, vice-coordonnateur du Forum civil. Sur le principe, vraiment, je trouve que la démarche est salutaire parce que ça repose sur des principes de bonne gouvernance et je vais en prendre 2 principes, le principe d'équité, le principe d'efficacité et d'efficience. Mais là où le bas blesse, c'est que dans la réalité, est-ce que cette énième mesure du président de la République aura les effets escomptés, aura l'impact réel? Et j'en doute parce que déjà, si on voit que le président de la République, pour la deuxième investiture, avait annoncé des mesures en grande pompe pour la rationalisation des dépenses de l'État, parce qu'on avait fait le constat que 307 milliards de francs CFA ont été dépensés pour l'utilisation de véhicules de 2012 à 2019. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que ça, je ne dis pas sur la banqueroute, mais c'est des mesures qui doivent être appliquées d'abord au plus haut sommet, à commencer par le parc automobile de la présidence de la République et les institutions budgétivores, c'est-à-dire là où vraiment des dépenses sont effectuées et des dépenses qui sont inefficientes, des dépenses qui sont inopportunes. Et le principal problème par rapport à cette mesure du chef de l'État, c'est que nous avons une administration budgétivore, nous avons des structures budgétivores, nous avons aussi des dirigeants qui se servent de l'État mais qui ne servent pas l'État. Et qu'est-ce qu'on constate dans la réalité? Des véhicules de fonction pour des ministres, pour des dirigeants, mais qui sont utilisés à d'autres fins. Mais aussi aller dans le cadre de pools de véhicules, surtout pour les services. Avoir un système aussi de géolocalisation, parce que les véhicules qui sont utilisés les week-ends ou à d'autres fins, qu'on puisse savoir exactement qui sont vraiment les principaux responsables de ces actes.
pose de la première pierre à Diamniadio d'un complexe sportif dénommé Stade du Sénégal. Cette infrastructure compte entre autres un stade de football de 50 000 places, un projet financé à hauteur de 156 milliards de francs CFA et l'inauguration est prévue pour le 20 août 2021 de Nizia Sambou. Dans 17 mois, le Sénégal va disposer de son complexe sportif multifonctionnel appelé Stade du Sénégal. Le chef de l'État, Macky Sall, liste quelques infrastructures de ce projet. Une infrastructure sportive moderne qui répond aux normes internationales les plus exigeantes et que nous démarrons ici comprend un stade de football de 50 000 places assorti d'un système autonome d'approvisionnement en eau et en électricité. Ce stade, c'est également un terrain d'entraînement répondant aux normes, un stade de 2000 places doté d'une piste d'athlétisme et de toutes les facilités liées à l'olympisme, mais également d'un troisième terrain de football et de tous les équipements nécessaires à la pratique d'autres sports. 156 milliards de francs CFA, le coût du financement de ce joyau. Le président de la République estime que la jeunesse sénégalaise, tout comme le sport sénégalais, n'ont pas de prix. Notre pays mérite une infrastructure majeure et moderne aux normes de la FIFA. Ce complexe inédit dans la sous-région sera réalisé par l'entreprise Souma, dont je connais la compétence, l'engagement. S'il donne une date, il va la respecter. Donc, je te donne rendez-vous exactement le 20 août 2021 pour l'inauguration de ce stade, Inch'Allah. Pour rappel, les Jeux olympiques de 2022 se tiendront du 21 octobre au 9 novembre. Le président invite le ministère des Sports et le Comité national olympique sportif sénégalais à travailler pour la sélection de meilleurs athlètes. C'est la fin de la rétrospective des faits marquants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. À 12h, passé de 35 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Du nouveau dans l'affaire du jeune adolescent qui avait tué accidentellement son ami puis blessé son frère avec un fusil de chasse. Le présumé meurtrier, âgé entre 16 et 17 ans, a été arrêté hier soir. Il s'était enfui après son forfait. Manifestation de colère contre le renchérissement du coût de la vie, l'absence de réponse et de solutions risque d'entraîner l'avènement des tiers pouvoirs. C'est la conviction de Ngouda Mboup. Il est enseignant, chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop. Ngouda Mboup était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Et puis le département de Tivaouane renoue avec les séries de vols de bétail. Des individus armés ont fait irruption dans le village de Boksila, faisant main basse sur une vingtaine de moutons. Les populations appellent à l'aide et disent craindre pour leur sécurité. Et puis sur l'international, l'épidémie de coronavirus continue de se propager à une vitesse exponentielle dans le monde après la Chine qui enregistre à ce jour plus de 2400 morts et 77 000 cas. L'Italie compte désormais plus de 100 cas. Les autorités ont mis en isolement une dizaine de villes, principalement en Lombardie. C'est dans le nord. Et puis les sports et la rétrospective des faits saillants de la semaine présentée par Josette Kali ont bouclé cette édition mise en onde par Hassan Choun. À 13h, retrouvez Odile Minkilan pour le Wolof. Merci.